Bonjour, bonjour à tous. Alors, y a-t-il des élus parmi vous, maires, maires adjoints, conseillers municipaux? Ah ben, très bien, oui, il y en a plein, c'est parfait. Le sujet, la privatisation des services sociaux, un choix de gestion ou un phénomène tendanciel. Alors, les collectivités, oui, elles sont prises dans des contraintes budgétaires fortes et elles seraient tentées de se défaire d'une partie de leur action sociale pour la déléguer au secteur privé. C'est ce qu'on appelle rapidement la privatisation des services sociaux. Le constat est à nuancer. C'est vrai qu'il y a une hausse générale des coûts, salaires, énergie, et les besoins croissants de la population qui vieillit pèsent véritablement sur les collectivités. Moins de moyens ou la même quantité de moyens, mais plus de besoins si je simplifie. Où est-ce qu'on en est vraiment? Est-ce qu'ils ont réellement commencé à se délester d'un certain nombre de leurs services? Et surtout, si transfert il y a, ben, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est vraiment un problème pour les administrés? Alors les intervenants, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Vatinel, qui est présidente de l'ACTAS. C'est l'association des cadres territoriaux à l'action sociale, c'est ça. Vous êtes directrice du Centre communal d'action sociale de Cherbourg. Bonjour. Jérôme, vous êtes le directeur général des services de 7 et de l'agglomération de 7. Florent Hury, vous êtes directeur de l'innovation sociale de 7 familles. En un mot, c'est une entreprise qui développe des solutions d'hébergement pour les personnes âgées. Ce n'est pas des EHPAD, hein, mais vous nous direz de quoi il retourne. Isabelle, est-ce que vous avez constaté une telle évolution au sens une privatisation des services publics sociaux actuellement, ou c'est pas encore le cas, ou c'est à l'état de réflexion, ou ça a une tendance rampante, où on en est en fait? C'est plutôt lié à des choix de territoire et à des choix politiques, en fait, hein. Il y a eu des évolutions, en effet, que ce soit des services de maintien à domicile ou des gestions d'établissements sociaux et médico-sociaux qui ont été soit transférés à de l'associatif non lucratif ou alors à du privé. Il y a aujourd'hui sur les territoires multitude d'offres de services qui, à mon sens, correspondent aux attentes de chacun. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde à l'échelle des territoires. Les collectivités ne peuvent pas couvrir l'ensemble des besoins vu l'évolution démographique de toute façon de la population âgée. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse rester sur des champs qui sont acceptables en matière de qualité de prestation de services, mais aussi acceptables en matière financière. C'est ce quoi nous, en tout cas en tant que service public, on s'attache, c'est à ce que les tarifs ne partent pas dans des choses complètement inabordables pour les personnes. Euh, L'idée qu'on délègue parce qu'on a moins de moyens, donc c'est quelque chose que vous entendez ou que vos collègues vous signalent, les autres directrices de CCAS. Donc, politiquement, c'est en train d'être mieux admis, quel que soit le bord politique. Oui, complètement, complètement. Après, je pense que mon collègue DGS en parlera mieux que moi. Les collectivités sont aujourd'hui obligées de faire des choix parce que les finances ne sont plus à la hauteur des besoins et de l'activité des territoires. Il y a en effet une évolution de réflexion. On n'est plus dans du privé pour du privé. Aujourd'hui, on est plutôt dans des partenariats. La collectivité est sur le territoire en tant que chef d'orchestre, de coordination, pour justement essayer d'articuler, d'avoir une filière complète qui permet à la personne âgée, alors on le disait dans l'atelier précédent, à partir de 55 ans, mais jusqu'à sa fin de vie, avec une offre qui s'adapte aussi à l'évolution de l'autonomie de chacun. 55 ans, vous êtes sûr que c'est âgé? Senior. Jérôme Lenoir, donc je rappelle, vous êtes le directeur général des services de la ville et de l'agglo de Sète. Alors la situation budgétaire de la collectivité dans laquelle vous travaillez, que vous dirigez les services, risque de devoir vous imposer des choix. Oui, alors je crois qu'on est tous un petit peu dans la même situation pour en parler avec les collègues, hein. Des situations que toutes les communes connaissent, petite, moyenne. 7, c'est 45 000 habitants. C'est une ville assez populaire, avec une analyse des besoins sociaux réalisée après les élections qui montre de forts besoins. Et de fait, ma collègue disait qu'on ne peut pas couvrir tous les besoins. Historiquement, à 7, on couvre beaucoup de besoins et presque tous les besoins. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu traditionnellement, depuis une cinquantaine d'années, un CCS très puissant, très développé. C'est 400 agents, c'est 23 sites, c'est 15 millions d'euros de budget, dont 12 millions et demi de masse salariale, avec énormément de services. Donc un service personnes âgées qui offre quasiment toutes les capacités, du portage de repas, la téléassistance, les résidences, foyers, restauration, animation et même une résidence autonomie. Un service petite enfance très développé aussi,
avec 5 crèches et différents services, des crèches spécialisées. J'en reparlerai parce que le service public a quelques spécificités. Tout ça a un coût, vous le dites, et ce qu'on peut constater ces dernières années, c'est que l'augmentation de ce que le budget principal de la ville est obligé de verser au CCAS est en augmentation exponentielle. Je donnerai qu'un chiffre. En 2021, nous versions 6 millions d'euros d'équilibre au budget du CCAS. En 2024, nous devrons verser 8 millions d'euros, c'est-à-dire 2 millions de plus. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est difficilement soutenable. Si je mets en parallèle les dépenses Pardon, du budget... juste pour les ordres de grandeur. Donc 2 millions de plus et vous les prélevez sur un budget de fonctionnement Sur le budget général de la ville. qui est de l'ordre de... Alors le de budget de combien la ville en 2024, ce sera 137 millions d'euros, une trentaine de millions d'euros d'investissement, 85 millions d'euros de fonctionnement. Mais si vous voulez, dans les contributions que nous versons à des partenaires ou à des organismes extérieurs, le CCS est de très loin la plus grosse contribution. Ensuite vient les pompiers, le SDIS, 5 millions d'euros. Le tissu associatif, 3 millions d'euros. Donc vous voyez, les 8 millions d'euros, c'est 10%. C'est 10% du total et c'est 50% des versements que nous faisons à des organismes extérieurs. Alors, le contexte, il est celui-ci. Je dirais que quand tout va bien, que la santé budgétaire est florissante, on se réjouit d'avoir un CCS très étendu avec beaucoup de services entièrement gérés en régie aujourd'hui. Sauf que, on a tous les effets que vous connaissez, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui passent de 0,5 ou 1 à 4. On a les points d'indice sur les fonctionnaires. Sur les 3 revalorisations 2022, 2023 et celle de 2024, pour une ville comme Sète, ce sera 1,5 million de plus sur le budget de la ville, uniquement pour prendre en compte ces évolutions budgétaires. Donc on a un certain nombre, je parle pas de l'énergie, 1,7 million, 2 millions d'augmentation ces 2 dernières années. Là, vous êtes en train de nous donner une hausse qui doit être de... Alors en 2024, l'augmentation du fonctionnement, des coûts de fonctionnement, c'est 7%. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne s'est jamais posé la question véritablement, parce qu'il y a un attachement, il y a un historique, il y a une habitude de la population d'avoir des services. Je vous décrirai un peu ensuite les services petite enfance et seniors qui sont les services qui sont l'objet de la discussion. Mais c'est là que se creuse le déficit de manière très importante. Et aujourd'hui, on commence pour la première fois, bien que ce système de régie du CCAS ait traversé toutes les alternances politiques et continuer de monter en puissance, on se pose la question pour la première fois de savoir si on va pouvoir continuer dans les années qui viennent sur ce rythme-là. Merci Florent Hury. 7 familles donc. Oui. Vous aurez combien de logements dans 2 ans? 90 maisons, c'est ça? En prévisionnel? Bonjour à tous déjà. Écoutez, on aura dans 2 ans plus d'une centaine de maisons ouvertes, tout à fait. Et vous y logerez à peu près combien de personnes âgées? 8 seniors par maison. D'accord. C'est un petit peu le projet. C'est une colocation, tout ce qui est de plus simple. Une colocation un peu étudiante, on peut dire, là où certaines personnes ont eu le bac depuis longtemps. Les personnes viennent au sein de la maison, ont un accompagnement quotidien pour les épauler dans leurs besoins de la vie quotidienne. Et on est là un petit peu en chef d'orchestre, en facilitateur de vie partagée pour créer ces maisons. Là où je rejoins mes collègues aujourd'hui et je suis ravi de partager cette table ronde, c'est que qu'il y ait des acteurs associatifs, privés ou comme nous, issus de l'économie sociale et solidaire, très concrètement, on se rend compte que les besoins sont immenses et sont immenses pour toutes les communes, qu'importe la taille de la commune, évidemment. Monsieur représente Sète, qui est bien sûr une commune assez grande. Nous, on travaille beaucoup avec des communes de petite taille, de la ruralité, où on va parler de 149 habitants jusqu'à 3-4 000 habitants. Et ces communes-là ont les mêmes soucis de fonctionnement et surtout des budgets qui se réduisent à vue d'œil et qui n'ont pas la possibilité, en tout cas, de développer en propre, en régie, des solutions d'hébergement pour les seniors. Donc c'est pour ça que nous, on a eu cette idée en Normandie il y a un peu plus de 2 ans et demi de créer directement des maisons, mais on s'appuie sur le local. On a évidemment des relations avec les CCAS locaux, avec les associations, et un projet qui fonctionne, c'est un projet de toute façon qui est co-construit et qui permet du coup d'améliorer la vie quotidienne des administrés. C'est du logement que vous faites, hein, c'est pas de l'EHPAD, les gens sont tout à fait. Ce n'est pas une structure médico-sociale, c'est bien une maison, ils sont chez eux. Okay. C'est leur domicile principal. Vous êtes infirmier à la base? Oui. C'est ça. Vous êtes bien renseigné. Vous l'avez dit.
Vous avez travaillé en EHPAD? J'ai travaillé en EHPAD dans un grand groupe. J'ai tenu 3 mois et c'était il y a 6-7 ans. Donc voilà, on n'est pas là pour parler de ça évidemment, mais... Un peu, si, quand même. C'est plutôt, je dirais que pour rejoindre encore une fois l'avis de mes collègues, on a besoin de toutes les forces possibles pour de toute façon accompagner au mieux dans le parcours de vie les personnes. Que ce soit un EHPAD, parce que évidemment il y a besoin de médicalisation au quotidien, qu'il y a besoin de présence de médicaux, de paramédicaux, c'est évident. Mais aujourd'hui, des solutions comme cette famille ou comme les autres acteurs proposent justement des alternatives et des solutions propres qui permettent en tout cas d'améliorer la qualité de vie dans le parcours de vie global des personnes. Merci Florent. Isabelle, bon, le recours au secteur privé, ça peut se justifier. On présente privatisation comme le grand Satan du social, mais de votre point de vue, ça peut aussi trouver sa place dans un environnement de service. Oui, tout à fait, surtout en plus en parallèle avec la difficulté que l'on peut connaître, alors que ce soit dans le public ou dans le privé, de recrutement de professionnels dans le secteur d'activité. Mais après, je pense qu'on a tous à apprendre des uns des autres pour pouvoir justement être dans l'accueil qualitatif et le bien-être de chacun. Les administrés, ça les inquiète ? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça les inquiète. Je ne suis même pas sûre qu'ils sachent au final si c'est un service public ou un service privé. On le voit en tout cas sur le service public, on le voit quand on peut intervenir dans le cadre de l'APA par exemple. C'est un service qui est dépendant du département, mais sur lequel on intervient. Les administrés, ils ne font pas la différence entre c'est le département, c'est le CCAS, c'est l'association, etc., etc. Ce qu'ils regardent, c'est le prix. Aujourd'hui, vraiment, le prix, la fiabilité des professionnels qui interviennent autour de tout ce secteur et la qualité aussi de l'architecture. Hein. Les résidences autonomie, elles remontent, elles datent de 76, 70, 70, 80. Aujourd'hui, il y a des dispositifs beaucoup plus modernes qui sont beaucoup plus attirants, qui peuvent être beaucoup plus chers. C'est peut-être là aussi qu'il faut que les collectivités trouvent leur place, de pouvoir revoir cette fameuse convention des maisons de retraite à l'époque, des foyers logements même à l'époque, qui aujourd'hui ne reposent pas sur des choses concrètes et qui mettent en difficulté aussi bien les propriétaires que les gestionnaires. Donc il y a vraiment des choses à faire avancer pour que l'offre soit vraiment à la hauteur des attentes. On n'a pas à rougir en tout cas en tant que service public. Je défends le service public. Hein, j'ai fait quasiment toute ma carrière au sein d'un service public. On n'a pas à rougir de la prestation et des services que l'on offre, mais il faut aussi entendre qu'il y a des associations ou des structures qui offrent des services de qualité. D'accord. Jérôme, alors au fond, il y a les services qui pourraient être transférés, puis il y a des nouveaux services qui pourraient être systématiquement donnés au privé. Comment on doit arbitrer? Quel type de services doivent être maintenus dans le giron de la collectivité? Quel autre type de service pourrait être transféré au secteur privé? Est-ce qu'il y a une ligne de conduite, quoi? Oui, alors c'est vraiment des questions très délicates et très politiques, hein. Surtout quand on sait qu'on fait du social aussi sur le budget principal, par exemple. Sur les cantines, par exemple, qui ne relèvent pas du budget du CCAS, notre coût de production a augmenté de 42% et on s'efforce de maintenir aujourd'hui, puisqu'il y a des problèmes alimentaires, des problèmes de besoins dans ce sens-là, de maintenir des tarifs quasiment qui sont à 1,15 € pour 60% des parents. C'est en régie Ça, c'est en délégation, mais en tout cas, on achète en grosso modo pour un prix X et on revend avec un déficit qui est extrêmement important, mais on tient à maintenir des prix bas. Sur les seniors, on se pose des questions. Effectivement, je vais juste vous dire quel est l'équilibre économique du service d'aide à domicile. Le service d'aide à domicile, c'est 700 personnes, c'est un coût de 3 millions d'euros, c'est 100 000 heures de présence auprès des usagers. Il faut savoir que la moyenne des services d'aide à domicile en France, c'est entre 20 et 30 000 heures. Alors, nous, on est à 100 000 heures, on en est fiers d'assurer ce service pour 700 personnes, sauf qu'en 2022, chaque heure de visite d'aide à domicile nous coûtait 4 €. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur un déficit de 400 000 €. Et les projections qu'on fait pour 2024, c'est que chaque heure nous coûtera entre 5,50 € et 6 €. C'est-à-dire qu'en gros, ce service pour 700 personnes va bientôt nous coûter à la ville 1 000 € de déficit
quasiment par bénéficiaire. Donc on se dit qu'effectivement c'est difficilement soutenable. Là où il y a une offre en plus sur le territoire, si je prends le territoire de Sète, sur l'aide à domicile classique, on a une douzaine d'acteurs. Voilà. Donc le pas, je ne sais pas si on le franchira, mais en tout cas il y a une offre. Il y a d'autres sujets sur lesquels on se pose des questions. Donc on se pose la question d'externalisation sur un service comme ça, dont on pense qu'il peut être rendu à peu près dans les mêmes conditions, avec des tarifs autorisés par le département et peut-être des coûts moindres par une entreprise privée ou une association qui éviterait d'avoir des déficits de ce niveau-là. On a une résidence autonomie aussi. On se pose des questions. On a une résidence autonomie dans la commune qui date des années 70, qui jusqu'à maintenant est équilibrée, c'est-à-dire qu'on a 43 bénéficiaires. On leur facture 1 200 € par mois pour un logement, pour la blanchisserie, pour le ménage, pour les animations. Jusqu'à maintenant, ça tient tout juste. Mais aujourd'hui, on va avoir 4 ou 5 millions d'euros à mettre sur le bâtiment. On a des besoins nouveaux que le département ne nous autorisera pas. Donc la deuxième question qu'on se pose sur un sujet comme ça, c'est qu'une résidence autonomie, très probablement dans les années qui viennent, on devra probablement la privatiser ou l'externaliser. Troisième sujet sur lequel on pense que ça peut être un moindre mal par rapport aux usagers relativement transparents, c'est des services comme la téléassistance par exemple. On pense que là-dessus, il peut y avoir des opérateurs privés qui vont pouvoir se positionner pour des tarifs à peu près équivalents sur ce type de service. Après, on a des services qu'on souhaite garder, nos foyers restaurants, où il y a du contact social. Le portage de repas, qui n'est pas qu'un portage de repas, mais qui est aussi une veille sociale qu'on apporte aux gens. Parce qu'on rentre chez eux, parce qu'on discute, parce qu'on regarde ce qu'il y a dans le frigo, parce qu'on est là auprès d'eux. Donc ça fait partie des services qu'on pense devoir garder parce qu'il y a une vraie plus-value. Et puis après, si je prends un autre exemple sur la petite enfance, on a des crèches classiques, on a 205 places qui permettent d'accueillir 500 enfants avec un coût, pour l'essentiel des enfants, inférieur à 1 € de l'heure, couche et alimentation comprise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose aussi la question sur les crèches d'externaliser, parce qu'on ne peut pas répondre et créer de manière rigide une offre supplémentaire. En revanche, nous avons des spécificités comme des crèches pour les enfants qui ont des besoins adaptés ou du handicap. Nous avons une crèche à vocation d'insertion professionnelle pour les parents qui recherchent du travail, qui est cofinancée par la CAF et par Pôle emploi. Voilà des plus-values, par exemple, du service public qu'on garderait probablement. Par contre, sur une offre 10, 15, 20, 30 places, on pense plutôt recourir à des maisons d'assistantes maternelles, à des micro-crèches pour avoir un peu de souplesse. Parce que la réalité, je vous donne aussi le chiffre des crèches, c'est que le coût de l'ensemble de notre service petite enfance, c'est 4 millions d'euros. La ville en paye 47%. Voilà, les parents en payent 10% et la CAF en paye 42%. Il y a 2 ans, notre part de 47%, elle était à 42%. On est passé d'1,4 million en 3 ans à 1,8 million de coûts budgétaires pour faire fonctionner nos 205 places de crèche. Donc là, de la même façon, on va garder probablement notre parc actuel, mais on hésitera à développer des crèches en régie ultérieurement. Comment vous faites pour retenir autant de chiffres C'est mon boulot. Florent Uri, quel que soit le secteur, public ou privé, c'est quand même compliqué de trouver du personnel. Alors, au niveau du personnel, je sais que c'est un souci qui touche au-delà du public, du privé, en tout cas dans l'aide à la personne. L'expérience qu'on a, nous, chez cette famille, c'est, en fait, il y a, comme vous l'avez rappelé, des coûts qu'on ne peut pas réduire, qui sont de toute façon la masse salariale. Donc, il y a des augmentations qui, heureusement, disons-le comme ça, plutôt que ça, qui, heureusement, suivent l'inflation que tout le monde subit sur tous les postes de dépenses. Le levier qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être le levier de qualité de vie au travail. Vous avez parlé des services d'aide à domicile. Évidemment, on travaille avec des services d'aide à domicile sur plusieurs maisons pour assurer la présence au sein de la maison. Donc, c'est des réalités qu'on connaît, parce qu'on connaît les acteurs du terrain. Et ce qu'on a pu constater chez cette famille, en tout cas sur ce modèle d'habitat partagé de colocation senior, c'est qu'il n'y a pas de difficulté de recrutement, parce que ce modèle-là, qui est un nouveau modèle innovant, permet justement d'avoir un levier qui n'est pas la rémunération, mais la qualité de vie au travail. Une assistante de vie, une auxiliaire de vie, qui va travailler au sein d'une maison cette famille sous l'égide du service d'aide à domicile, souvent en lien avec le CCAS de la commune, va en fait trouver à rémunération équivalente un confort de vie au travail qu'elle n'aurait pas, en tout cas, en faisant du domicile, en passant de bénéficiaire en bénéficiaire.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un levier important pour essayer de contrer cette pénurie de main-d'œuvre et cette crise du recrutement. C'est en fait, vu que tous les coûts sont très serrés, très tendus sur tous les postes de dépenses, il faut qu'on arrive, conjointement bien sûr, privé, public, etc., à jouer sur les seuls leviers qu'on a, qui sont la qualité de vie au travail. Et je prends l'exemple tout bête. Aujourd'hui, quand cette famille ouvre une maison, on poste des annonces, tout simplement, et on arrive à avoir 70-80 candidatures avant l'ouverture d'une maison. Là où un service d'aide à domicile, malheureusement, quand il poste des annonces, va avoir très très peu de retours. Et c'est justement là-dessus que ça permet un petit peu de faire évoluer le modèle d'accompagnement de nos seniors et du coup de recréer une dynamique de recrutement qui en plus va avoir des effets bénéfiques pour le service d'aide à domicile lui-même, parce que le service d'aide à domicile va pouvoir proposer cette nouvelle forme de travail à parfois des salariés qui sont là depuis 20 ans au sein du service d'aide à domicile et qui malheureusement, de par le métier historique, ne va pas avoir de perspective d'évolution. Et je crois vraiment profondément, qu'importe le sujet, nous, créateurs de colocation pour seniors, c'est celui qu'on maîtrise en tout cas, mais que ce soit la petite enfance ou autre, je pense qu'aujourd'hui le levier est la qualité de vie au travail pour permettre plus de recrutement, et en plus ça va dans un sens un petit peu sociétal, sur chaque personne essaie de retrouver un petit peu de sens et d'humain dans son travail, surtout quand on est dans de l'aide à la personne. Merci Isabelle. Quand même, le message qui est envoyé aux agents, c'est qu'il n'y aura pas plutôt moins de fonctionnaires dans les années à venir, que les nouveaux services seront délégués, que les règles RH et le statut, c'est pas terrible lorsqu'on veut aller vite et faire du social. C'est pas un message super optimiste qu'on leur envoie. Après, je ne dirais pas qu'il y aura moins de fonctionnaires. Les métiers vont évoluer, normalement, comme tous les métiers. On se doit aussi, en tout cas, on a commencé, nous, pour ce qui nous concerne, à nous rapprocher des services RH et de pouvoir travailler sur ce que vous disiez de l'attractivité, le rapport travail-vie privée, et de pouvoir être innovant aussi en matière de procédures de recrutement. On est inscrit sur des sites comme Hublot, on est inscrit sur, aujourd'hui, on fait partie des réseaux sociaux. Il faut aussi qu'on rende très attractifs les collectivités territoriales, parce que on est un peu les travailleurs de l'ombre en fait dans les services publics. On a été mis en avant au moment du Covid sur ces métiers-là. C'est vite retombé pour beaucoup de métiers de services publics. Aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier de ce que l'on fait au sein des territoires, et si on n'était pas là, il y aurait encore plus de personnes au bord de la route en l'occurrence. Parce qu'on est vraiment là pour les personnes, on le voit bien dans les CCAS, pour les personnes les plus en marge de la société. Et c'est peut-être là, en fait, qu'il faut qu'on aille, nous, en tant que service public, c'est vers ces personnes les plus isolées, les plus fragiles, les plus marginalisées. C'est peut-être ça le sens après de notre mission. Quand même, Jérôme, la question que je vous ai pas posée, c'est au fond la complexité qu'il y a à recruter, à attirer, à fidéliser, à gérer les effectifs. C'est quelque chose dont les collectivités finalement se disent on va se défaire, quoi. Alors, on ne va pas s'en défaire, parce que les problématiques, on les rencontre aujourd'hui bien au-delà du champ social. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a assumé des coûts que le privé n'a pas assumés sur les mêmes métiers. Nous, on a évalué sur le coût de notre personnel du service d'aide à domicile, le coût spécifique au service public, au fait que ce soit rendu en régie, à 350 000 euros. C'est-à-dire qu'on assume nous-mêmes l'absentéisme, on assume nous-mêmes l'allocation de retour à l'emploi lorsque les gens ne peuvent plus travailler. On assume nous-mêmes les plans prévisionnels de reclassement. On a un certain nombre de coûts que le privé n'assume pas, c'est le régime général qui les prend en charge, qui sont assumés directement par le service public chez nous. Ça fait un gros différentiel. Et puis par ailleurs, quand on est attaché à la qualité de vie, on a évalué, nous, qu'on mettait 70 000 euros pour nos 114 agents sur le paiement des premiers déplacements, des derniers déplacements. Les cartes de stationnement pour qu'ils ne payent pas leur transport, ou les cartes de bus pour qu'ils ne payent pas leur transport, leur stationnement quand ils vont chez les usagers, les tickets restaurants. Toutes ces choses-là qui font qu'on essaye de fidéliser les agents, mais qui quelque part, finalement, alourdissent la note et font qu'au bout d'un moment, vous avez un tarif qui est vendu à 25 euros qui vous revient à 32, quoi. Donc on a un vrai sujet là-dessus. On n'est pas à armes égales.
Aussi un autre exemple, hein, un opérateur privé peut vendre, en plus des prestations de base d'aide à domicile, des services complémentaires, des services de confort, des services d'aide aux enfants, des services de bricolage, de jardinage qui peuvent être lucratifs et qui peuvent lui permettre d'avoir un équilibre général. Nous, on est vraiment sur la partie qui ne génère pas d'équilibre, qui génère des coûts et qui plus est, double peine, effectivement, où on est obligé de mettre des moyens supplémentaires pour fidéliser les agents. Quels sont les coûts, rapidement là, vous avez évoqué le sujet, quels sont les coûts qu'assume un employeur territorial et que n'assume pas un employeur privé? C'est ce que je venais de vous dire, il y en a trois principaux. C'est quoi les trois principaux? Les trois principaux, c'est l'absentéisme, qui est pris en charge et qui est payé directement par le CCAS. Les plans de reclassement. Lorsqu'on fait un plan de reclassement pendant 1 an pour la personne, de façon à ce qu'elle se projette vers un autre travail quand elle est en usure professionnelle, c'est entièrement pris en charge. Et la personne, tant qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, l'allocation de retour à l'emploi, tant qu'elle n'a pas retrouvé un autre emploi, est assumée en direct aussi. Ça, c'est 3 aspects. On le chiffre à 350 000 €, nous, pour notre centaine d'aides à domicile, qui est propre au service public. C'est vous l'assureur chômage de l'agent? Oui. Florent, quel type de logement d'ici 2040? Comment ça va évoluer? Vaste question. Ouais. Si j'ai la réponse, je vais peut-être candidater au ministère. 2040, 2040 c'est demain. On va dire après, mais c'est dans pas longtemps. Quand on connaît l'évolution de la démographie qui nous attend, la proportion de nos aînés qui va passer aujourd'hui de 4% de plus de 80 ans à 10% en 2040, je pense qu'il faudrait, il n'y a qu'à Faucon, c'est facile à dire, mais il faudrait que, en tout cas au niveau étatique, il y ait une vision globale sur les besoins de demain et qu'on puisse mettre un petit peu tout le monde autour de la table, les acteurs bien sûr publics, les acteurs comme nous de l'économie sociale et solidaire, les privés, même à but lucratif, qui sont là depuis X années, pour essayer d'avoir un plan, un petit peu de développement et une cartographie en ayant des objectifs. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que... Allô, oui. Je suis ravi de travailler au sein de cette... Et on ne va pas assez vite, malheureusement, dans la création de places, parce qu'aujourd'hui, on est une goutte d'eau dans l'océan, et en 2040, on sera peut-être 3 gouttes d'eau dans l'océan, mais ça ne suffira toujours pas. Donc, je pense qu'en 2040, il faut, en tout cas pour y arriver et essayer de répondre aux besoins, revoir un petit peu les scénarios, imaginer la création de places avec des objectifs annuels où tout le monde est mis à contribution, privé, associatif, public. Et je rejoins ce que vous avez dit sur le service d'aide à domicile, parce qu'on travaille beaucoup avec eux et les réalités que vous avez décrites, on les connaît également. Et essayer de trouver en tout cas le juste prix de l'équilibre et de ne pas créer la tension sur le service public. Parce que c'est en effet le service public qui porte l'attention et qui, en tout cas, l'assume. Et je trouve ça dommage parce que ça met en difficulté le service public et ça met de toute façon en difficulté des modèles même comme cette famille qui, sont de l'économie sociale et solidaire, mais travaillent main dans la main avec le public. Merci Florent. Vous déroulez bien? Vous faites de la politique? Vous voulez être élu local? Absolument pas. Vous êtes sûr? Sûr. On pourra ressortir les images dans 10 ans. Jérôme, alors, la situation qu'a dépeinte Florent, on voit qu'une telle proportion de personnes d'un certain âge, on va avoir des gros pépins. Et 2040, c'est vrai que ça arrive très vite. Est-ce qu'on peut imaginer des stratégies territoriales qui répondraient un peu mieux à la situation à venir? Alors, je vais répondre à cette question. Avant, il y avait un point qui me tenait à cœur, c'est qu'on constate dans les besoins émergents, et ça, c'est peut-être des choses qui vont peut-être changer et pousser aussi notre stratégie par rapport à qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on fait faire, c'est l'explosion des besoins alimentaires. Ça, c'est des choses aujourd'hui où avec un budget de 20, 30, 40 000, 50 000 € par an, on arrive à répondre avec une épicerie sociale, avec des aides ponctuelles. Aujourd'hui, on constate une explosion des jeunes travailleurs, des gens qui viennent chercher des aides alimentaires, des aides pour payer l'énergie, des aides pour payer le logement, qui nous fait penser que demain, sur ces sujets-là sur lesquels il n'y aura pas d'offres privées ou d'alternatives, on va peut-être devoir repositionner nos aides pour répondre à ça. Je donne juste un chiffre, parce qu'on avait invité à la ville de Sète il y a une semaine Jérôme Fourquet pour présenter un petit peu
son état de la société, il nous rappelait que 53% des Français qui vivent avec le SMIC ou moins ont réduit leur portion alimentaire et 42% des Français gagnant le SMIC ou moins suppriment des repas. Et ça, nous, on le ressent de manière extrêmement forte. Depuis le début de l'année, on a 70% de demandes supplémentaires sur l'aide alimentaire. Donc demain, peut-être qu'on fera un peu moins sur le service d'aide à domicile, qui sera transparent, où c'est resservi à peu près dans les mêmes conditions pour les habitants, un peu moins sur les crèches, parce qu'une crèche privée à la PSU, à la prestation sociale unique, c'est transparent aussi pour les parents, mais peut-être qu'on devra recentrer sur des aides de ce type-là. Voilà, parce que c'est, à mon avis, un besoin qui monte. Après, sur les stratégies territoriales, elles sont multiples. Il y a une stratégie autour de la santé, il y a une stratégie autour du sport santé. Je pense que la santé, c'est aussi un sujet que les CCAS vont devoir investir lourdement dans les années qui viennent. Il y a un sujet autour des logements, vous en avez parlé, mon voisin est dans le secteur, donc il est bien placé pour le savoir. Il y a aussi les exigences qu'on peut avoir en tant que collectivité sur une ZAC, ou quand on lance des quartiers, d'exiger que sur 1000 logements, on ait 120 ou 150 logements seniors avec des services. Il y a tout le travail d'urbanisme ou d'accessibilité, qui est un travail aussi typiquement de régalien d'une mairie sur les îlots de chaleur, sur les circulations, sur les accessibilités des commerces, des rues, etc. La Smart City aussi, qui peut aider le 3e ou le 4e âge à mieux fonctionner. Donc il y a des stratégies globales qu'on met en œuvre en matière d'urbanisme, qu'on met en œuvre en matière de logement, qu'on met en œuvre dans nos différentes politiques. Je dois vous couper, Jérôme. Désolé, j'ai laissé filer le temps. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Monsieur, question courte, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Je suis Corentin Voiseux, donc je suis directeur général d'une structure qui est spécialisée en inclusion numérique, donc la lutte contre l'illectronisme, ce qui fait partie des nouvelles politiques publiques justement du social. Et à cet égard, je voulais savoir si dans l'angle de réflexion qui était le vôtre, en matière de partage de l'initiative publique-privée, c'est la question de la compétence au sens de la qualification à maîtriser une politique publique faisait partie des critères, parce que sur ces nouvelles politiques publiques, on voit bien que les collectivités territoriales s'en sont emparées sous l'impulsion de l'État, avec le plan de relance conseiller numérique et tout ça, et dans bien des cas, les employeurs publics sont en difficulté pour capitaliser sur une politique publique jusqu'à présent qu'ils ne maîtrisaient pas. Et donc je voulais savoir si cette réflexion était dans votre prise donc d'analyse du point de vue des structures spécialisées, comme on a un acteur du logement ici, qui elles sont spécialistes d'une politique publique et qui donc ont les capacités, à la fois en termes d'expertise métier et de mutualisation des coûts et de maîtrise de leur modèle, tout simplement d'aller en profondeur sur une thématique ciblée en fait. Voilà, merci. Jérôme, si vous voulez. Non, mais on n'est pas forcément très avancé en matière d'aide au numérique pour les seniors, mais on donne aussi des cours d'électronisme, enfin contre l'illectronisme. On a quelques services qui ne sont pas gérés directement par le CCAS, mais pour répondre à votre question, je pense que ça fait partie des défis de demain. C'est comme je parlais de la Smart City ou des résidences adaptées, ça fait partie des sujets qu'on va devoir investir, et très probablement, effectivement, on aura besoin de ressources spécialisées avec des opérateurs dont c'est le métier pour nous aider là-dessus, oui, très clairement. C'est le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Merci de votre intervention.